Rebonjour et re-bienvenue à cette présentation de la journée, demi-journée Appui Livre pouce carré. On continue donc cet avant-midi tout en littérature jeunesse avec les éditions Les Malins. Et tout de suite en commençant, donc, je vous mets dans la conversation la bibliographie Les Malins. Si vous nous écoutez en rediffusion, elle sera également, encore une fois, sous la présentation, dans le descriptif sous la présentation. Je vais encore partager mon écran pour vous montrer la bibliographie que je vous ai envoyée parce qu'elle est légèrement différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, dans ce cas-ci, aux éditions Les Malins, vous avez une colonne. Oh, j'ai oublié de mettre le nom de la colonne. Vous avez une colonne qui devrait s'appeler Fiches et vous avez donc accès aux fiches pédagogiques qui existent pour certains des livres. Donc, ce ne sont pas tous les livres qui ont une fiche qui a été réalisée, mais plusieurs d'entre eux en ont une. Et donc, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur le lien de la fiche sur le site lemalin.ca. Je vais quand même aussi vous montrer le site web des éditions Les Malins parce qu'il y a une section, il y a un micro-site qui s'appelle Les Malins Plus. Et il faut ça. En tout cas, moi, je trouve que il faut toujours que je me rappelle comment y accéder. Alors, je vais vous le montrer. C'est tellement évident que moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe dans mon point aveugle. Alors, je vais vous le montrer pour être sûr que vous y ayez bien accès. Alors, quand vous arrivez sur le site de la maison d'édition Les Malins, vous avez accès donc à leur blog, la section jeunesse, la section adulte, les collections. Et attendez, je vais vous montrer la page d'accueil. Vous pouvez vous abonner à leur infolettre. Moi, si je peux vous conseiller, là, quand vous arrivez sur la page d'accueil des maisons d'édition, il y a souvent la possibilité de s'abonner à l'infolette. Ça vaut quand même vraiment la peine de vous abonner parce que souvent, vous allez avoir accès en primeur à l'information sur les nouveautés. Donc, vous allez savoir ce qui s'en vient, ce qui paraît dans les prochains jours. Et aussi, souvent, s'il y a des nouvelles fiches pédagogiques ou des nouvelles fiches d'animation qui sont créées, ils vont l'inscrire dans leur infolettre. Donc, puis vous ne recevrez pas avec les maisons d'édition là, des. Tu sais, il y a des compagnies, tu t'inscris à leur infolette, puis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils t'envoient comme 2 messages par jour, puis la nuit aussi pour te dire d'acheter leur maillot de bain. Vous n'aurez pas là, 2 messages par jour et d'autres la nuit pour vous convaincre avec les livres, mais ça vous permet d'être au courant des nouveautés. Et donc, quand vous arrivez ensuite en page d'accueil, vous avez là un carrousel de nouveautés ici qui vous indique là, ce qui est nouveau à découvrir. Mais regardez la petite pastille jaune. Les Malins Plus. Alors, on clique sur Les Malins Plus et là, on arrive sur le site qui est. Ah oui, il y a de la musique. Attendez, je veux pas de musique. OK, c'est bon, la musique n'a pas commencé. Vous arrivez sur la section avec des éléments complémentaires. Alors, vous avez une section pour les élèves, pour les profs, une section pour les licornes aussi, que vous pouvez aller visiter avec tous les ouvrages concernant les licornes. Puis, en revenant ici, là, vous avez accès donc au carrefour d'apprentissage Les Malins Plus. Pour les profs, ben, vous avez donc l'ensemble des fiches pédagogiques qui existent. Vous pouvez aussi avoir, on vous présente les livres. Donc, en cliquant ici, vous avez les extraits de livres 6 ans et plus que vous pouvez aller consulter. Vous avez comme ça 10 ans et plus, 13 ans et plus, puis jeunes adultes. Donc, plusieurs livres dont vous pouvez aller consulter des extraits. Et vous avez la section fiches pédagogiques qui est rouge ici. Puis là, vous voyez tous les livres pour lesquels il existe des fiches pédagogiques. Ce ne sont pas tous ces livres qui sont dans ma bibliographie, mais tous les livres qui sont dans ma bibliographie pour lesquels il y a une fiche pédagogique, je l'ai mise en hyperlien. Ça vous amène à cette page-là. Mais vous pouvez quand même aller voir parce qu'il y a des livres que moi, je n'ai pas dans ma bibliographie et qui existent et qui ont des fiches pédagogiques. Donc, ça peut être un outil. De mon point de vue, la fiche pédagogique, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça si vous suivez mes présentations fréquemment, mais elle est intéressante comme pédagogue là, pour avoir des pistes d'activité de ce qu'on peut faire avec le livre. Mais elle est aussi très intéressante quand vient le temps de choisir les livres qu'on veut acheter. Parce que quand on est sur Internet, puis là, on a un livre qui nous intéresse, souvent, on a accès à un extrait qu'on peut télécharger. La page couverture, la quatrième de couverture. Quand on est chanceux, ils en ont parlé sur certains blogs, on est capable d'avoir un petit peu d'infos. Mais les fiches pédagogiques, souvent, nous donnent beaucoup d'informations complémentaires sur le livre. Elles peuvent nous donner des pistes de mise en contexte. En regardant le type d'activités qui nous sont proposées, on arrive à mieux comprendre quel groupe d'âge on va toucher avec ce livre-là. Des fois, on a un extrait, ça nous permet d'aller voir le vocabulaire qu'il y a dans le livre. Donc, vraiment, quand vous trouvez des fiches pédagogiques en lien avec les livres, pour moi, c'est un outil de découvrabilité qui est vraiment intéressant. Par exemple, ici, si on va voir Myriane,
de Émilie Ouellette. On arrive sur le microsite de la série on peut lire un extrait du livre. On a des informations sur l'autrice, des coloriages à télécharger et la fiche pédagogique. Puis en cliquant sur la fiche pédagogique, on arrive ici au document à télécharger. Je vais l'agrandir un peu. Vous voyez bien à l'écran la fiche pédagogique, juste pour être certaine? Parfait. Alors, on arrive à la fiche ici avec, dans le cas des éditions Les Malins, ce sont souvent des fiches imprimables avec des sections à remplir. Donc, c'est vraiment clé en main pour soit s'assurer de la compréhension du texte ou des fois aller plus loin pour revenir sur les thématiques du texte, puis aller faire des activités de réflexion. 18 pages, la fiche pédagogique dans le cas de Myriam. Donc, c'est vraiment chapitre par chapitre, vous avez des questions qui sont posées aux jeunes. Puis quand on a regardé ici au chapitre 5, c'est pas quelle couleur de chandail porte Myriam, juste pour s'assurer que l'enfant a lu. C'est des questions de réflexion. Que penses-tu de la punition imposée par les parents de Myriam? Donc, on va vraiment aller là, amener les jeunes à se. Il y a de l'appréciation, mais il y a aussi de la réflexion sur le livre. Puis, ben, on continue comme ça jusqu'en bas et vous avez même les réponses. Faites attention de ne pas donner les réponses quand c'est des réponses spécifiques. Là, faites attention de ne pas les donner aux élèves en brochant tous ensemble. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu une idée du matériel. Vous avez vraiment du beau matériel qui est disponible sur Les Malins Plus. Ben, si je vous présentais Myriam pour commencer, j'étais en train de vous montrer la fiche pédagogique, fait que je vais vous présenter ce roman-là. Puis aujourd'hui, pour ce qui est de notre auteur invité, malheureusement, l'auteur que j'ai invité ne pouvait pas être là en direct avec vous, mais il vous a enregistré une petite capsule. Alors, je vais vous présenter Myriam, puis ensuite, je vais vous envoyer je vais vous montrer la petite capsule de notre auteur invité. Vous allez voir, on ne s'ennuiera pas. Elle est vraiment intéressante, sa capsule. Et elle parle en plus d'une série que je trouve vraiment fascinante. Avez-vous vu, là, je vous fais comme un petit teaser, c'est pour que vous ayez hâte aussi à la suite de la présentation. Alors, Myriam, c'est une série de la formidable autrice Émilie Ouellette qui a écrit plusieurs romans pour adolescents. Vous l'avez peut-être connue, entre autres, avec la série Fab, qui avait été publiée chez Petit Homme. Je sais que cette série-là a beaucoup fait parler. Émilie Ouellette, elle est souvent dans les salons du livre. Elle est très présente comme autrice. On l'entend aussi il me semble que c'est Plus on est de fou. Non, ça n'existe pas, cette émission-là. Il restera toujours la culture. Voilà. Alors, si vous écoutez Radio-Canada, l'émission de l'après-midi d'Émilie Perrault, qui est formidable, moi, je suis une grande fan de Radio-Canada. Il restera toujours de la culture. Émilie Ouellette fait de la chronique littéraire aussi à cette émission-là. Elle est vraiment intéressante. Et je vous avoue que la série Myriam, elle m'a particulièrement touchée. C'est une série, donc, avec une écriture en assez grand caractère. Le public visé comme public lecteur traditionnel, là, bon lecteur, je vous dirais qu'on peut commencer à partir de 8-9 ans. Mais les thématiques sont pas bébés. On va pouvoir le lire là, à mon avis, on peut le proposer à des lecteurs jusqu'à au moins 11 ans. Le personnage principal a 8 ans quand même, donc c'est pour ça que je vous dis que le public visé commence à 8 ans. On suit l'histoire de Myriam et je vous dis qu'elle ne s'appelle pas Myriam parce qu'elle se fait toujours appeler Myriam et ça la choque de se faire appeler Myriam et de devoir toujours répéter qu'elle s'appelle Myriam. Myriam est une enfant du milieu. Vous savez, une famille de 5 avec 2 plus vieux, 2 plus jeunes, mais elle est celle du milieu. Et elle est persuadée qu'elle a été adoptée parce que elle trouve qu'elle ne ressemble pas ni à ses frères, ni à ses sœurs, ni à ses parents. Elle se sent un peu comme l'extraterrestre de la famille. La première scène du livre nous présente Myriam dans la cour d'école qui essaie de s'enfuir de la cour d'école en grimpant dans un arbre parce que c'est la solution qu'elle a trouvée à l'enjeu suivant. Ils sont obligés de jouer au hockey et elle n'aime pas ça. Donc, elle, sa solution, c'est je vais m'enfuir en grimpant dans un arbre. Vous voyez comment des fois Myriam prend des décisions un peu discutables. Et elle va se rendre compte assez rapidement que à chaque fois qu'ils sont obligés de jouer au hockey dans la cour d'école, elle n'aime pas ça, mais il y a un professeur à un moment donné qui va lui dire si tu prenais un bâton pour gaucher, essaye donc de voir si ça fonctionne mieux. Et comme de fait, elle va finir par prendre un bâton pour gaucher et elle va se rendre compte qu'elle détestait ce sport-là parce qu'elle n'était pas bonne, puis elle n'était pas bonne parce qu'il lui faisait jouer droitière alors qu'elle est gauchère. Mais un coup où elle a son bon bâton entre les mains, ben, elle est très bonne. Elle est meilleure que les autres. Elle est meilleure que les petits gars qui disent tout le temps qu'ils sont les meilleurs dans le fond de la cour d'école.
Et Myriam va demander à ses parents d'être inscrite dans une ligue de hockey. Puis grosso modo, ses parents, famille de 5, vont lui répondre, c'est pas réaliste, ça coûte trop cher le hockey, puis tu sais, c'est un sport qui est quand même onéreux, il faut que tu aies l'équipement, faut que tu puis c'est trop de temps pour une famille de 5, on peut pas passer toutes nos fins de semaine dans les arénas. Fait que non, tu seras pas inscrite dans une équipe de hockey. Grosso modo, les parents, ils pensent que c'est une passe, puis qu'après 2 semaines, elle n'aimera plus ça, puis qu'ils vont lui avoir acheté un gros équipement puis inscrite dans une ligue pour quelque chose qui va durer juste une passion de 2 semaines. Sauf que Myriam, elle est déterminée. Et avec une de ses amies, elle va décider de fonder une ligue de hockey dans la cour d'école. Puis, ils vont faire un camp de repêchage là, pour savoir qui va faire partie de leur ligue. Elles font tout ça en cachette. Puis, à un moment donné, elles ont leur ligue, mais elles n'ont pas d'équipement. Alors, deuxième étape, se trouver un équipement. Myriam, qui est pleine de ressources, se dit, ah, je pourrais faire comme une vente. Tu sais, je vais vendre mes objets les plus précieux, puis avec l'argent que je vais ramasser, j'achèterai de l'équipement. Elle arrive dans la cour d'école avec tous ces objets précieux, qui sont souvent des souvenirs de voyage, comme un coquillage trouvé sur la plage, puis une fiole de sable. Puis elle fait sa vente. Ça marche quand même bien, elle gagne un peu d'argent, mais ça va prendre à peu près 15 minutes. La surveillante de la cour de récréation, elle va lui dire qu'elle n'a pas le droit de vendre des choses en cour d'école, puis elle va avertir les parents, puis les parents vont la chicaner. Et donc, ben, Myriam est obligée de remettre l'argent aux gens qui lui ont acheté des choses, puis elle n'a pas le droit de réclamer ce qu'elle leur a vendu. C'est un peu sa punition, fait qu'elle est bien, bien découragée. Deuxième solution qu'elle va trouver, elle va aller faire du porte-à-porte pour demander aux voisins s'il n'y aurait pas de l'équipement à donner. Vous savez, des fois, on a du vieux stock qui traîne, puis une vieille paire de patins, un vieux casque. Elle fait du porte-à-porte en cachette pour pas que ses parents sachent qu'elle est en train de faire du porte-à-porte. Puis là, ses parents se sont mis à lui inculquer les valeurs suivantes, c'est-à-dire on ne ment pas. Là, tu nous as menti pour aller vendre du stock dans la cour d'école. Quand elle a vendu son stock dans la cour d'école, elle a menti sur la qualité de ce qu'elle vendait. Fait que là, ils lui apprennent qu'il ne faut pas mentir. Donc, elle fait du porte-à-porte. Puis là, les gens lui disent, ah oui, je vais te donner une paire de patins, mais pourquoi est-ce que tu récoltes du matériel usagé? Là, Myriam, elle se dit, il ne faut pas mentir. Puis elle dit, ben, mes parents sont trop pauvres pour m'inscrire dans une ligue. Fait que j'ai fondé ma propre ligue, puis là, je suis en train de travailler là-dessus. Elle n'a pas menti, mais les parents ne seront pas très, très contents qu'elle ait colporté ça à toutes les portes du quartier. Mes parents sont trop pauvres pour m'inscrire dans une ligue. Elle va quand même ramasser du matériel, elle va le cacher en dessous du balcon et elle va demander à sa grande sœur, une de ses grandes sœurs, de l'aider parce qu'elle est trop jeune pour avoir des réseaux sociaux. Mais sa grande sœur, elle n'est pas trop jeune. Elle va lui demander si elle peut écrire à Marie-Philippe Poulain pour lui parler de sa démarche. Vous connaissez peut-être Marie-Philippe Poulain, qui est la capitaine de l'équipe La Victoire de Montréal, la nouvelle, l'équipe là, qui est à sa 2e année de hockey féminin professionnel. La série a été commencée avant que le hockey féminin professionnel existe. Alors, on explique dans la série qu'il n'y a pas d'équipe professionnelle pour les filles, puis c'est une grande injustice. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très intéressant à le lire 2 ans plus tard, parce que ça a été publié il y a 2 ou 3 ans. Puis de dire, ben, regardez comme les choses ont changé. Maintenant, on a une équipe professionnelle, on a un nom cette année pour notre équipe professionnelle. Mais n'empêche qu'il y a 2, 3 ans, Marie-Philippe Poulain était déjà une immense vedette du hockey féminin, ne serait-ce que pour tous les exploits qu'elle a réalisés aux Olympiques, puis dans l'équipe des Canadiennes de Montréal à l'époque. Et donc, tout ça pour dire que sa sœur lui dit, elle ne te répondra jamais. Voyons, ça se peut pas que Marie-Philippe Poulain prenne le temps pour t'écrire. Et de fil en aiguille, ben Marie-Philippe Poulain va lui répondre. Entre-temps, les parents vont réaliser qu'elle a fait du porte-à-porte, qu'elle a dit à tout le monde qu'ils étaient trop pauvres, puis qu'elle a caché du matériel de hockey sous le balcon. Et quand Marie-Philippe Poulain va lui répondre, ben, elle va l'inviter à une fin de semaine d'un camp de recrutement pour le hockey juvénile des jeunes filles. Puis là, ben, ce que toute cette histoire-là aura réussi à démontrer, et sa grande sœur va prendre position pour elle, c'est que c'était pas juste une passe, c'était une vraie passion qu'elle était en train de construire. Et Myriam va plaider que toute leur enfance, leurs parents leur apprennent à être autonomes, à trouver des solutions, à être proactifs, à travailler pour leurs rêves. Puis là, ils sont en train de la chicaner parce qu'elle a fait du porte-à-porte. Mais elle va leur dire, mais c'est ça que vous m'apprenez depuis que je suis petite, de trouver des solutions, de ne pas m'arrêter quand il y a une embûche. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est la détermination et la persévérance de cette jeune fille-là qui va l'amener éventuellement
à participer à une fin de semaine avec Marie-Philippe Poulain. Là, il y a une scène où Marie-Philippe Poulain est là, c'est bien émouvant. Et ensuite, ses parents vont accepter de l'inscrire dans une ligue en constatant qu'elle était vraiment déterminée à faire cette démarche-là. Donc, une série très accessible. Comme vous voyez, je vous remonte un peu les pages intérieures qui sont très aérées, avec une thématique sportive qui met en scène des jeunes filles. Donc, des romans de hockey, vous en avez sûrement déjà lu, il y en existe énormément, mais souvent, le public cible, sans vouloir être genré, on est souvent dans un public cible plus masculin. Ici, on a vraiment une série qui met à l'honneur les jeunes filles. Puis si vous avez des lecteurs ou des lectrices qui ne sont pas fans de hockey, mais toute la persévérance, toute l'histoire, en fait, il y a le sport, mais il y a aussi cette histoire-là d'une jeune fille qui veut arriver à ses fins. Alors, ça va aller intéresser aussi des jeunes qui sont moins fans de hockey, j'en suis persuadée. C'est une série maintenant qui est rendue à 3 tomes. Donc, j'ai ici les tomes suivants. Vous avez... Attendez, il faut que je vérifie là. Myriam est presque certaine d'avoir un bon plan. Puis vous avez aussi, Myriam aurait pu faire de grandes choses, mais elle a pété. Alors, je vous laisse découvrir ce que ces 2 autres tomes cachent. Maintenant, je vais poursuivre en vous présentant une série qui est encore une fois avec une typographie très aérée. Je vais vous montrer une page intérieure. Mais en fait, ce n'est pas moi qui va vous les présenter, c'est son auteur qui va vous présenter la série. Je vais quand même vous présenter les pages intérieures parce que dans sa vidéo, notre auteur les présente brièvement. Je pense que c'est vraiment important. Je vous explique pourquoi j'ai fait appel à Jocelyn Boisvert pour vous présenter sa série Même pas peur. Donc, vous voyez ici la couverture du premier tome, Même pas peur de Jocelyn Boisvert. On a 5 tomes parus jusqu'à maintenant, si mon souvenir est bon. J'en ai 4 sous la main, ou le 5e paraît dans les prochains jours. Et en fait, quand j'ai découvert la série Même pas peur, on l'a évoqué dans la présentation précédente, ce qu'on me demande le plus souvent, c'est du high-low, des textes avec des thématiques avancées, mais une langue accessible. C'est des ouvrages qu'on me demande très, très, très souvent dans ma pratique. Et quand j'ai commencé à lire cette série-là, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai trouvé une série qui correspond exactement à ça. Donc, j'ai tout de suite écrit à Jocelyn pour lui dire, je ne connaissais pas ta série Même pas peur, je viens de commencer à la lire, c'est extraordinaire, tu ne sais pas à quel point ça répond à ce qu'on me demande le plus souvent. Et quand j'ai organisé cette présentation-là avec la maison d'édition Les Malins, je leur ai demandé si Jocelyn pouvait être avec nous. Malheureusement, il n'était pas disponible aujourd'hui, mais c'est la raison pour laquelle il nous a enregistré une capsule. Alors, je vais la projeter. Vous allez voir, c'est Jocelyn qui nous présente sa série Même pas peur. Et je vais juste m'assurer, le son devrait suivre. Vous me direz, faites-moi un signe si jamais vous ne voyez pas comme il faut ou vous n'entendez pas comme il faut. Et moi, je pars l'enregistrement. Je pars la vidéo. Bonjour, je m'appelle Jocelyn Boisvert. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis pouvoir vous parler un petit peu de mes romans. J'aime bien ça, parler de ce que je fais, donc je vais quand même essayer d'être un peu rapide, là, d'être un peu court, de pas trop m'étendre sur le sujet. On va parler de mes romans que j'ai publiés chez Les Malins. Chez Les Malins, j'ai publié 4 séries, quand même, 4 séries. Et j'ai les livres devant moi. Fait que la première série, c'est celle qui nous intéresse surtout. Ça s'intitule Même pas peur. Alors, voici les livres de Même pas peur. On peut même voir, regardez ici, là, ça fait comme un petit dessin, là. Et voilà le tout premier Même pas peur qui s'intitule Le miroir des épouvantes. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez, c'est quand même écrit en gros caractères. Voilà. C'est illustré par un collègue, un gars avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Fabio Lé. Et lui, c'est un Italien qui n'a jamais mis le pied au Canada, donc on correspond par courriel et il parle très bien français. En tout cas, il comprend très bien, je ne sais pas s'il parle. Donc, c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui. J'adore les couvertures. Et vous allez voir qu'au début et à la fin, je vais vous montrer ça, là. Il y a une petite bande dessinée. Comme vous voyez, c'est magnifique, les illustrations. Puis bon, là j'ai les cheveux longs un petit peu, là. Mais bon, quand j'avais les cheveux courts, disons que ça me ressemblait un peu plus, là. C'est comme si c'était une caricature de moi, là.
Puis je me prends vraiment là, pour un maître de l'horreur. Puis c'est une manière pour moi d'introduire l'histoire d'une manière comique. Parce que ça reste des histoires d'horreur assez intenses quand même. Là. C'est vraiment. Moi, quand j'écris de l'horreur, j'aime ça pouvoir m'investir dedans et être dans l'histoire et tout. Je fais pas trop de cadeaux à mes personnages. Là, tu sais, je veux y croire. Là. Je veux que ce soit le fun quand on lit. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une espèce de petite introduction comique. Une manière de dire un peu au lecteur, tu sais, les histoires d'horreur, ben, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun d'avoir peur à quelque part. C'est le fun d'avoir peur quand on est dans son salon en sécurité. Tu sais, c'est moins le fun quand on se fait attaquer par un ours, mettons, là, mais bon. Fait qu'il y a une bande dessinée un petit peu au début, puis il y a une bande dessinée à la fin où moi, comme auteur, je reviens et je fais un retour sur l'histoire et je présente toujours le prochain titre. C'est un peu ça. Même pas peur, la collection, il est censé avoir 10 titres. Donc, le prochain titre, regardez là, le parent, il est un peu ridicule et ça va s'appeler L'abominable créature des bois. Puis il fait même le dessin de la couverture, mais il dit, regarde, moi je suis auteur, là, je ne suis pas dessinateur. Et je vous montre le deuxième qui s'intitule L'abominable créature des bois. Encore là, il y a une bande dessinée au début et à la fin. Fait que ça, c'est le deuxième. Je vous montre le troisième tout de suite. Là. Je vais vous les montrer les 5. Là. Le troisième s'intitule Chez Auguste. Le quatrième, Marée rouge. Et le cinquième, Le cercueil. Et là, je vais vous en parler un petit peu. Des histoires, là. Le miroir des épouvantes. Des épouvantes, c'est l'histoire de Isa qui est ici. Et elle est avec son père et son père est un scénariste de films d'horreur et tout. Il loue un chalet dans une espèce de village, un chalet qui est réputé, qui a mauvaise réputation un peu parce qu'il y a comme un auteur bien important qui aurait perdu les esprits, en fait, qui aurait perdu sa tête un peu en allant là-bas, puis en écrivant des choses et tout. Fait qu'elle, elle va passer l'été là, ça lui dit pas grand-chose. Elle rentre dans sa chambre, c'est une belle maison, puis elle voit un miroir, et en regardant dans le miroir, elle se rend compte que ce que le miroir reflète, ça n'existe pas dans la réalité. Tu comprends? Le miroir reflète des choses qui n'existent pas. Donc, à force de regarder, elle va voir que le miroir reflète les peurs de la personne qui se regarde dedans. Donc, les choses vont se corser un peu, puis la fille va se faire des amis un petit peu au village, puis elle va apprendre que la maison, bon, c'est ça, est réputée pour être un peu hantée, et qu'il y aura un petit garçon, pas très âgé comme ça, qui jouait tranquillement dans sa chambre, et qui aurait disparu de manière inexplicable. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé sa trace, ni compris pourquoi il a disparu. Peut-être que le miroir ensorcelé, le miroir maléfique, il y est pour quelque chose. Donc, ça s'intitule Le miroir des épouvantes, et c'est le premier titre. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le deuxième titre, L'abominable créature des bois. L'abominable créature des bois, ça c'est une histoire que je suis assez fier parce que je l'ai travaillée en collaboration avec des élèves de 6e année de Sept-Îles. C'était pendant la pandémie et j'avais 4 classes de 6e année. Puis moi, je ne vous l'ai pas dit, là, mais j'habite aux îles de la Madeleine. Bon, j'ai comme une moitié de ma vie est aux îles de la Madeleine, l'autre moitié, je suis plus en ville, là, près de Montréal et tout. Là, en ce moment, je suis plus près de Montréal. Mais pendant la COVID, j'étais aux îles et j'étais sur mon ordinateur et ensemble, on essayait d'élaborer cette histoire-là. Donc, ça a donné ça, L'abominable créature des bois, puis c'est l'histoire de Caleb qui est ici, qui lui, c'est vraiment un mordu de jeux vidéo. Il est toujours sur ses écrans. Son père, il est vraiment tanné de le voir sur ses écrans, là, puis il dit, garde, tu as besoin de te reconnecter avec la nature, c'est important. Fait que toi puis moi, on va aller au camping Sasquatch. J'imagine que vous savez c'est quoi un Sasquatch. Et là, ça va nous faire du bien. On n'apporte pas de téléphone, rien. Finalement, il pense qu'il va passer la pire semaine de sa vie, mais au contraire, il se fait des amis. C'est super le fun. Juste à temps que le chien d'un de ses copains se retrouve disparu un beau matin. Donc, il cherche un peu sur le site du camping, il ne le trouve pas. Et lui et ses deux nouveaux amis s'enfoncent dans la forêt où ils vont tomber sur une abominable créature qui est peut-être un Sasquatch, parce que le camping s'appelle quand même le camping Sasquatch.
mais qui n'en est peut-être pas un non plus. Puis je peux vous le dire, c'est pas un Sasquatch, c'est une autre créature. Et c'est un survival, là. C'est assez intense quand même. J'ai eu bien du plaisir à l'écrire. Alors, le troisième s'intitule Chez Auguste. Ça, c'est un de mes préférés. Il y a un petit côté jeu d'évasion, là, un petit côté escape room. Donc, c'est nos deux amis qui sont ici, qui, eux, décident, pour faire un travail à l'école, un exposé oral, ils décident d'aller passer en entrevue un vieux monsieur qui prétend avoir 111 ans. C'est un peu vieux, 111 ans. Puis là, quand on regarde le monsieur en question, il a l'air quand même assez en forme, hein, tu sais, puis assez fringant. On lui donnerait 80 au maximum, là. Fait que là, il voit la maison qui ne paie pas tellement de mine, là, qui n'est pas super... qui est un peu inquiétante quand même, là. Fait qu'il décide de cogner à la porte quand même. Le vieux monsieur, super courtois, très poli, très heureux de pouvoir raconter sa vie à deux jeunes. C'est tellement rare qu'il peut parler à des jeunes. Fait qu'il les invite à la maison, puis il dit, ben oui, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous voulez connaître c'est quoi le secret de ma longévité? Ben ça va me faire plaisir. Donc, il leur dit, garde, installez-vous, vous devez être un petit peu assoiffés. En fait, là, il leur sert des boissons. Comme de raison, les boissons sont empoisonnées. Les deux jeunes, pendant l'entrevue, commencent à être fatigués, ont les paupières lourdes, ils s'endorment. Et quand ils se réveillent, ben, le vieux monsieur est là devant eux, tout souriant. Et il leur dit, vous vouliez savoir c'était quoi hein, le secret de ma longévité? Ben, je vais vous le dire, vous n'allez jamais sortir de ma maison vivant. Donc, ça s'appelle Chez Auguste. Et ils l'auront pas facile, je vous le dis comme ça. Donc, ça, c'est le troisième. Le quatrième s'appelle Marée Rouge, un livre qui m'a été inspiré pendant une balade aux îles de la Madeleine, justement, avec ma copine en planche à pagaie. Et on a vu une grosse méduse, vraiment. Tu sais, moi, j'ai fait, ah, c'est magnifique. Ma blonde a fait, ah, c'est dégueu. Fait, je l'imaginais un peu tomber dans l'eau, tu sais, puis être pris un peu avec les tentacules de la méduse. Ça m'a quand même un peu amusé. Puis je me suis dit, ben, Jocelyn, il y a peut-être une histoire d'horreur qui se cache derrière ça. Et j'ai écrit Marée Rouge. Et c'est l'histoire des deux jeunes, un jeune qui a peur de l'eau, carrément, mais là, il se fait une nouvelle amie, il est en vacances, dans un lieu qui pourrait tout à fait être les îles de la Madeleine, mais c'est un lieu fictif. Et puis, elle a réussi à le convaincre de faire une expédition en planche à pagaie. C'est la première fois qu'elle en fait. Lui, il n'en a jamais fait non plus. Et à un moment donné, il voit un chien un petit peu à l'horizon. Puis le chien est tout seul sur une planche, dans une baie. Il trouve ça un peu bizarre quand même. Comment ça, le chien s'est rendu là? C'est sûrement pas lui qui a décidé de faire la planche à pagaie. Ce serait quand même un peu étonnant, tu sais. Donc, il décide d'aller voir, puis il se rend compte qu'il y a plein de méduses qui se sont agglutinées, là, qui sont des centaines là, autour de la planche. Puis à mesure qu'il approche, les méduses commencent à les encercler aussi. Et les méduses de mon histoire, on sait que les tentacules, ça chauffe quand on touche à ça. Mais dans mon histoire, c'est plus comme si c'était de l'acide, puis ça fait fondre la peau. Donc, nos deux héros qui sont ici n'ont pas tellement intérêt à tomber à l'eau parce que ça risque de faire bobo. Fait que c'est Marée Rouge. Et mon cinquième s'intitule Le Cercueil. Et je vais y aller rapidement, là. C'est un peu mon Back to the Future, mon retour vers le futur, mais version horreur un peu, là. Se trouve être l'histoire d'un cercueil à remonter le temps. Donc, voilà. Fait que c'est deux jeunes qui vont découvrir ce cercueil-là, qui vont faire des expérimentations un peu avec, et ça va mal tourner. Je vous en dis pas plus, là, parce que ça fait déjà très longtemps que je vous parle. Fait que ça s'appelle Le Cercueil et je suis heureux de vous annoncer qu'il y en a un sixième qui sort dans un mois exactement et ça va s'intituler Les Épouvantails. Bon, là, la maison d'édition a décidé de changer de direction un petit peu pour l'esthétique de la collection. On a décidé d'enlever les bandes dessinées. C'était pas ma décision à moi, mais bon, ils ont décidé d'enlever les bandes dessinées et de changer d'illustrateur pour faire un petit peu plus vieux. Et c'est vrai qu'avec une couverture qui fait plus vieux un petit peu, qui pourrait attirer des lecteurs un petit peu plus âgés, ça serait plus en adéquation avec les histoires. Parce que les histoires ne sont pas jeunes du tout. Hein. Des fois, dans les salons du livre, il va y avoir une petite fille qui est comme attirée un petit peu là, par les dessins de ça, puis qui fait Ah, monsieur, j'aimerais ça pouvoir le lire étant genre en deuxième année ou en première année. Puis là, la maman me regarde et dit Est-ce que c'est bon pour elle? Puis je me dis ben, je pense pas que c'est très bon pour elle. Donc, c'est des livres qui sont parfaits pour cinquième année, sixième année ou septième année, huitième année aussi. Là, je pense que ça le fait. Puis
Tout ça aussi qui apprennent le français, là, qui sont en immersion française, là, comme c'est écrit gros. On a l'impression que c'est un gros livre, mais en fin de compte, c'est un peu des nouvelles, là. Ça a à peu près 10 000 mots. Ça se lit assez rapidement et il y a une certaine qualité littéraire, là, comme j'aime à le penser dans tout ce que je fais, là. Fait que voilà, ça c'est ma série Même pas peur. J'ai une autre série aussi qui s'appelle, au Malin, qui s'appelle La Ligue des pas si champions. Je vais vous les montrer, là. Le premier s'appelle Basile, comme ça ici. Le deuxième s'appelle, c'est lui ici, Enzo. Et le troisième, Aïssa. Il va en avoir un quatrième. Ça parle d'amitié, de résilience, de soccer, de toutes sortes de choses. Et c'est réaliste. Il y a ça aussi parce que moi, dernièrement, dans les dernières années, j'écris beaucoup de romans fantastiques. Des romans d'horreur, je m'amuse beaucoup dans l'imaginaire. Mais ça, c'est vraiment réaliste et ça fait du bien des fois de se remettre dans des émotions là, pas plus vraies, mais plus proches de ce qu'on peut réellement vivre dans le quotidien. J'ai aussi parti un recueil de nouvelles avec trois acolytes, Véronique Drouin, Sandra Dussault et Patrick Isabelle. On a fait un recueil de nouvelles qui s'intitule Chronique de Molochville. Alors, c'est 4 nouvelles. Puis juste pour vous dire, mettons, la nouvelle que j'écris dans Chronique de Molochville, c'est exactement la longueur d'un Même pas peur, là. Mais là, c'est clairement pour un public plus averti, là. Là, on est plus secondaire, on est plus 14 ans, 15 ans, 16 ans même, là. Fait que ça, c'est celui, il vient tout juste de sortir. Il est sorti ce mois-ci. Ça s'appelle Chronique de Molochville Blackout. Fait que toutes nos 4 histoires vont se passer durant une panne d'électricité. Et le premier qui est sorti l'an dernier, voilà, ça ressemblait un peu à ça. Et j'ai commencé aussi une nouvelle série qui s'intitule Kung Fu Manga. Il faut le lire à l'envers, de la fin au début, comme dans les mangas. C'est pas un manga, c'est vraiment un roman sur 2 jeunes qui ne l'ont pas vraiment facile à l'école, mais un des deux, c'est vraiment un mordu de manga, puis lui, il a très envie de créer un manga. Ils vont créer un manga, puis ils vont être un peu pris au piège de leur création. Bon, je vous en dis pas plus. Donc, écoutez, je m'arrête là. Puis, je vous souhaite des belles lectures, un bel automne, puis une belle découverte là, avec Même pas peur. Allez, ciao. Alors, merci à Jocelyn de nous avoir fait cette présentation aussi exhaustive de sa série Même pas peur. Je vais juste vous rappeler, il l'a mentionné, mais quand même, je vous rappelle, la série Même pas peur, le public cible pour l'horreur, je vous dirais à partir de 9 ans, ça dépend toujours de la tolérance à l'horreur de chacun des jeunes. Tu sais, à savoir quand même que dans le premier tome, parmi ce que la jeune fille voit dans le miroir comme horreur, elle, sa peur, c'est les araignées. Il y a une araignée qui lui descend le long du visage, puis qui lui enlève un œil, tu sais, qui l'inocule. Donc, c'est quand même une horreur qui est assez graphique, qui est assez bien tu sais, définie, qui est la raison pour laquelle je suis entièrement d'accord avec lui que quand on arrive 7e, 8e, 9e année, ça peut encore être assez marquant, mais avec un texte qui est très accessible. Les chroniques de Molochville, il y a raison de le mentionner, c'est beaucoup plus vieux, il y a beaucoup plus de sang, il y a beaucoup plus de drame, puis il y a beaucoup plus tu sais, il n'y a pas de résolution, là. Dans le premier tome, moi, j'ai pas eu le temps de lire le deuxième encore, qui vient tout juste de paraître, mais le premier tome, les 4 nouvelles, se terminent presque toutes dans un hôpital psychiatrique où les personnages, on ne sait pas exactement si ils ont été possédés ou ils ont fait une psychose, mais ils ont vraiment soit assassiné des gens ou été eux-mêmes poursuivis. Donc, tu sais, il y a vraiment de l'horreur qui est assez forte. Donc, il a raison de le mentionner que pour la fin du secondaire jusqu'à la 12e année, c'est tout à fait pertinent. On pourrait même les faire lire à des adultes qui auraient peur eux aussi. Puis ces 2 autres séries, je n'y reviendrai pas parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus, mais vraiment de très belles séries aussi, Kung Fu Manga puis la Ligue des Pas si champions. Mais Jocelyn Boisvert nous a habitués à une littérature qui est vraiment riche, réussie, bien ficelée. Donc, on retrouve ces qualités-là dans ses ouvrages. Je vais poursuivre avec encore 2 suggestions. Ben, on va s'en aller de plus en plus vers du livre avec de plus en plus d'illustrations pour terminer avec des albums. Je veux vous mentionner, je vais y aller un petit peu plus rapidement pour ce qui est des prochains romans parce que je veux vraiment qu'on puisse avoir le temps de regarder des albums pour les plus jeunes. Une série à découvrir
de Karine Paquin, la série Coupable. On a 2 tomes parus jusqu'à maintenant, l'affaire Mana Thompson et l'affaire Charlène Petitgrou. Cette série-là, elle a été faite spécifiquement en pensant au programme éducatif secondaire 2 au Québec où on doit enseigner le texte policier. Alors, c'est vraiment là autour de l'enquête policière et on est nous-mêmes placés comme si on était stagiaire d'un enquêteur. Alors, c'est pas un récit nécessairement. On lit pas un roman en suivant l'enquêteur qui. Non, on a les preuves. Alors, les chapitres qu'on va avoir. Première partie, on a accès à l'appel téléphonique qui a été placé à la police. Ensuite, on nous présente la victime, donc portrait de la victime avec son dossier au poste de police, son dossier d'enquête. Ensuite, on nous présente les suspects. Donc, on nous présente de la même façon qu'on nous a présenté la victime, les différents suspects. On aura également les preuves. Alors, dans les preuves, on a des textos échangés. On aura les interrogatoires, retranscription des interrogatoires. Alors, vous voyez, les pièces à conviction, tous les éléments d'enquête qui nous sont donnés comme si on était un enquêteur. Et à la toute fin, l'accusation. Et là, on a les différents suspects qui ont été mentionnés au début. On nous fait un rappel sur ces suspects. Et on nous dit, selon toi, qui est le coupable? Ça s'appelle coupable. Hein? Qui est le coupable? Et là, si, par exemple, vous pensez que le coupable, je prends n'importe lequel, là, vous pensez que le coupable, c'est Cathy Bacon, vous allez avoir, si c'est ce que vous pensez, aller à la page 127. C'est pas un roman dont tu es le héros, là. Donc, tout au long du récit, on n'a pas à choisir des pages. C'est seulement à la fin quand on détermine qui est le coupable. Et là, à la page 127, je ne vous le dirai pas, mais on nous dit si oui ou non, on avait raison, si c'était véritablement la personne coupable. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Je ne l'ai pas trouvé, la coupable, à la première, là où le coupable, là, à la première lecture. Faut dire que j'ai quand même lu, tu sais, quand je découvre les œuvres, je vous avoue que des fois, je lis assez rapidement. Et là, ben, j'ai pas pris le temps de revenir sur tous les éléments. Mais imaginez en classe, vous avez différents tomes, ils peuvent choisir quel livre ils veulent lire. Et là, vous leur dites, vous arrêtez à cette page-là et vous allez colliger toutes les preuves qui vous ont été données, tous les éléments d'enquête que vous croyez qui sont importants. Puis à la fin, mais vous allez voir qui est le ou la coupable. Il y avait un élément mentionné dans les premières pages que moi, j'avais pas pris en note qui était super important à la fin. Donc, c'est vraiment pour les enquêteurs. Il y a des lecteurs qui vont aller lire la réponse à la fin, mais entre vous et moi, est-ce que c'est vraiment grave si on a interdit à des jeunes d'aller lire quelque chose, puis qu'ils sont allés lire ce qu'on leur a interdit de lire? Je pense qu'on a quand même réussi notre pari. Puis de toute façon, c'est comme quand on fait des énigmes. Hein. C'est pas tout le monde qui aime vraiment faire l'énigme. Il y en a qui aiment lire le texte, avoir la réponse, puis comprendre le lien entre les deux. Puis il y en a qui aiment vraiment se creuser les méninges. Une magnifique série à découvrir. Pour les jeunes adolescents et jeunes adultes aussi, une nouvelle série qui vient tout juste de sortir avec le premier tome. Vous comprendrez qu'aux éditions Les Malins, quand on est dans la série, quand on est dans le roman, on a vraiment des séries. Alors souvent, il y a plusieurs tomes qui vont être proposés. Quand on est dans l'album, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais dans le roman, c'est très rare qu'il y ait un tome unique chez Les Malins. Puis vous avez la maison d'édition Les Malins. Puis vous avez une maison d'édition qui est comme sa petite sœur ou sa grande sœur qui s'appelle les éditions du Parc d'en face. C'est la même maison, le Parc d'en face et Les Malins. Le Parc d'en face, on a plus souvent des romans qui sont tomes uniques. Il peut y avoir des séries aussi. Et on est vraiment plus dans une littérature jeune adulte. Mais on a la même qualité de texte dans les livres qui sont publiés au Parc d'en face puis dans les livres qui sont publiés au Malin. Aujourd'hui, j'ai choisi surtout des livres des Malins parce qu'on s'adressait à un public quand même un petit peu plus jeune que jeune adulte. Un roman, donc, nouvelle série, roman d'Audrey Archambault. Tout ce que je déteste à propos de moi, on a le toit qui est barré. Audrey Archambault, qui est une autrice de plus en plus connue en littérature jeunesse, qui a fait plusieurs séries. Elle a publié des romans pour les plus jeunes comme des romans pour les plus vieux. Entre autres, si vous connaissez la série Eléalix aux éditions Fides, aussi pour les plus jeunes chez Grund Québec, une série sur la SPCA. C'est elle qui a écrit ça, donc on la voit de plus en plus.
nouvelle série, première collaboration avec les éditions Les Malins. Et on est dans un roman là, bien traditionnel ici. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui change d'école parce qu'elle a été beaucoup trop intimidée en secondaire 1 dans son école précédente. Et pour se défouler, elle écrit un roman dans des carnets. Et dans sa nouvelle école, elle va entendre parler d'un roman extrêmement populaire écrit par une autrice anonyme. Et en mettant la main sur ce roman, elle va se rendre compte que c'est son roman qui a été volé et qui a été publié. Et ce roman cartonne, il est vendu à des milliers d'exemplaires. C'est un grand succès, mais personne ne sait que c'est elle qui l'a écrit. Et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, savoir qui lui a volé ce roman-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre jeune fille, Félix, elle habite en centre jeunesse. Donc, il y a toute la réalité aussi d'une jeune fille qui, qui a, qui a grandi dans une famille avec une mère complètement dysfonctionnelle, qui s'est retrouvée en centre jeunesse, qui a fait plusieurs familles d'accueil aussi où elle n'a pas toujours été bien traitée. Et donc, elle a toutes ces blessures-là auprès d'elle. Et le seul adulte auquel elle veut vraiment faire confiance, duquel elle s'approche, c'est le libraire, un vieux monsieur qui a une librairie à côté de chez elle. Et donc, c'est son ancrage, finalement, ce monsieur-là. Vraiment un. Mais Audrey Archambault nous a habitués à des textes qui sont très, très attachants, des personnages attachants, des textes qui sont poignants. On veut savoir ce qui est arrivé et je peux vous dire que c'est quand même surprenant quand on finit par découvrir qui lui a volé ce texte-là. Je ne vous le dirai pas parce que c'est un des grands plaisirs de ce roman-là, c'est de découvrir qui lui a volé. C'est touchant, c'est triste et puis c'est poignant. Donc vraiment une belle découverte. Tout ce que je déteste à propos de moi, à propos de toi. Et chacun des chapitres, le titre de chacun des chapitres, c'est une chose qu'elle déteste. Alors il y a mon intervenante. Il y a mes jambes qui ramollissent, mon cœur qui débat, puis tout ça. Donc, toutes sortes de choses qu'elle déteste, qu'elle mentionne détester. Mes pensées anxieuses qui tournent en boucle dans ma tête pour me rendre folle, 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 folle. Donc, une série comme ça, une énumération de choses qu'elle déteste à propos d'elle-même. Ah, c'est incroyable comme le temps file à vitesse grand V. Je vais vous présenter, mais vraiment juste vous montrer une série qui a fait grand bruit, que vous avez probablement déjà vu passer, qui est la série Fanny Cloutier. Donc, Fanny Cloutier, c'est une série qui a été écrite par Stéphanie Lapointe. Les premiers tomes sont illustrés par Marianne Ferrer, puis ils ont changé d'illustrateur en cours de route. Je veux juste me rappeler, c'est Amisla Mecombi qui a continué la série. On pouvait voir son nom à l'endos ici, en rose. Donc, on est rendu maintenant à 6 tomes dans la série Fanny Cloutier. C'est un journal intime vécu par une jeune fille qui, à cause des circonstances de la vie, va voyager un peu partout dans le monde. Et ce qui était très particulier lors de la parution de Fanny Cloutier, c'est à quel point cet ouvrage est magnifique. C'est-à-dire qu'on est dans un journal intime d'une jeune fille qui dessine et on a donc, jour par jour, elle nous raconte ce qu'elle a vécu, mais elle y colle ses factures, elle fait des dessins, il y a parfois des lettres qui sont collées au travers des pages. Attendez, je vais la déplier. Ici, une publicité qu'elle avait trouvée, un dessin qu'elle a fait, donc qui vont être collés au travers des pages. C'est un ouvrage qui est absolument magnifique. Vraiment, là, des fois, il y a des pages transparentes. Vraiment, on a un objet qui est extraordinaire, avec en plus un personnage attachant, un texte qui est très fort. Riche de ce succès, parce que ça a été vraiment un succès. Il y a eu de belles réceptions pour cette série-là. La maison d'édition Les Malins a souhaité faire une série semblable, mais qui s'adresse à un public plus jeune. Et c'est ainsi qu'est paru récemment de Catherine Girard-Audet. Alors, Catherine Girard-Audet, qu'on a connue entre autres pour la série Léa Olivier, hein, qui a été très, très populaire. Le journal de Marie-Lou. Alors, ici, on a le premier tome. Donc, il y a un tome de paru jusqu'à maintenant qui s'appelle Camp de vacances. Vous avez même le petit signet en tissu là, qui est attaché. Donc, encore une fois, un ouvrage qui est magnifique et une mise en page qui est semblable, qui est très, très illustrée, très aérée, mais qui va s'adresser à un public, je vous dirais, à partir de 8 ans. Donc, un public plus jeune. Et le journal de Marie-Lou raconte un été, le premier tome raconte un été dans la vie de Marie-Lou.
Marie-Lou, c'est une jeune fille qui va passer son premier séjour dans un camp de vacances. Vous savez, les camps où on va dormir, là. Donc, on part puis on dort là-bas. Et elle arrive dans un camp. Déjà, pour elle, c'est difficile de quitter sa famille, hein. Quand c'est la première fois qu'on part pour une semaine ou deux, c'est pas nécessairement tous les jeunes qui trouvent ça aussi facile ou excitant. Elle va arriver là et elle se retrouve dans les mêmes dortoirs que trois autres filles auprès de qui elle n'est pas vraiment la bienvenue. Donc, elle va devoir naviguer dans cette situation où elle s'ennuie de sa famille, elle s'ennuie de ses parents, elle s'ennuie de sa meilleure amie, puis est avec des jeunes filles qui ne l'apprécient pas énormément. Au fil des activités, au fil des événements qui vont avoir lieu, la chimie va prendre entre les jeunes filles. Là, je peux vous dire qu'il y a quand même une conclusion qui va être plus heureuse, mais c'est toutes les épreuves qu'elle va vivre. Puis moi, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'aime les histoires de première fois, mais ça doit être des personnages plus jeunes, c'est quand même les premières libertés. Quand on a 8-9 ans, puis qu'on part pour la première fois pour une semaine ou deux sans sa famille, sans ses parents, il y a un côté qui est très excitant. C'est les premières libertés, premières découvertes d'une vie autonome. Ben moi, ça vient toujours me rejoindre, ce genre d'histoire-là. Et toujours dans les ouvrages comme ça qui nous amènent vers l'album, ben, qui vont être à la frontière un peu entre l'album et le roman. Une toute autre nouvelle série, cette fois-ci de Mélodie Hussard, qui s'appelle Go Gadget. Norbert contre la factrice timbrée. Alors, si vous avez, encore une fois, sans vouloir établir des notions qui sont très genrées, les séries Fanny Cloutier et Marie-Lou souvent attirent un public de lectrices plus qu'un public de lecteurs, quoique tout le monde peut y trouver son compte parce que tout le monde peut se retrouver pour la première fois à se retrouver au camp de jour, mais on a une esthétique qui est un petit peu plus axée pour les jeunes filles. Go Gadget, on a souhaité faire avec cet ouvrage-là encore un ouvrage qui est très illustré, mais aller toucher à tout le moins un autre public, un public qui va aimer un autre type de livre. Et donc, on a ici Norbert contre la factrice timbrée. Je vous montre les pages intérieures. Donc, on est encore dans un style un peu journal intime. Cependant, ce n'est pas un journal intime, c'est un ouvrage qui est écrit, ben, c'est écrit au jeu, mais on n'a pas nécessairement là, date après date la chronologie. On ne nous raconte pas que le personnage est en train d'écrire son journal. Mais ça raconte l'histoire de Norbert, qui est un petit garçon d'origine haïtienne qui habite avec son grand frère. Leurs parents sont décédés dans un voyage, donc tous les deux étaient partis en voyage et ils sont tous les deux décédés. Donc, il est maintenant sous la responsabilité de son grand frère. Et il y a une grand-mère qui habite dans une résidence pas tellement loin de chez lui. Et Gran, sa grand-mère, c'est comme ça que l'ouvrage commence, fait une chute et se retrouve blessée dans sa résidence. Et quand il va aller la visiter, il va trouver qu'elle a un discours un peu confus. Elle lui dit: Je suis tombée parce qu'on a volé mon cochon. Déjà pour lui, il n'y a pas de cochon. Et elle va lui remettre une lettre en lui disant: Tu dois aller remettre cette lettre-là à la bonne personne. Sur la lettre, il y a une adresse qui est une adresse qui n'existe pas. Et il va quand même poster la lettre. Et au moment où il poste la lettre, il y a la factrice timbrée qui passe, tu sais, qui vient chercher le courrier. Et quand la factrice trouve cette lettre-là dans sa poche de courrier, elle la déchire, elle la jette dans la poubelle. Fait que là, lui, il ne comprend rien de ce qui se passe. Sa grand-mère lui a dit: On a volé mon cochon. Elle lui a remis une lettre à une adresse qui n'existe pas. Et quand il regarde les confettis de la lettre, il se rend compte que le texte, il n'y en avait pas. C'était une page blanche qui était dans l'enveloppe. Et donc, il va faire enquête pour éventuellement découvrir que sa grand-mère et ses parents étaient des enquêteurs secrets, des espions. Et donc, ben lui, ce premier tome-là, c'est son avènement à lui dans l'univers des espions et des enquêteurs. Et sa grand-mère n'était pas tout à fait timbrée. Sa grand-mère avait vraiment un message à passer. Puis il y avait vraiment un texte sur la page blanche. Il faut juste savoir comment lire ce texte-là. Go Gadget, je ne sais pas si vous allez avoir comme moi en tête toute la journée la musique de Inspecteur Gadget, mais c'est sûr que ça fait allusion à Inspecteur Gadget. Puis à tous ces gadgets qu'il y a dans les ouvrages de style, vous savez, James Bond, là, la partie où il y a des crayons magiques et tout ça, ben, c'est ce qu'on va retrouver effectivement dans cet ouvrage-là. Donc, encore une fois, une très belle découverte vraiment illustrée.
Comme vous voyez, les éditions Les Malins, il y a aucun livre où il n'y a pas à l'intérieur une mise en page particulière, un souci qui est donné à la présentation visuelle du texte. Donc, il y a toujours ce travail-là qui est fait. Toujours dans l'objectif d'accroître le plaisir de lire, l'attrait des jeunes envers leurs ouvrages. Donc, que ce soit des livres que les jeunes aient envie de prendre dans leurs mains puis envie de découvrir. Je vous l'ai promis, on va découvrir des albums, mais avant de vous présenter les albums que j'ai sous la main, je vais vous présenter deux petits documentaires très brièvement. C'est une série qui est connue aux éditions Les Malins, la série Je sais tout. Donc, c'est une série de documentaires. Il y en a eu, entre autres, qui ont été faits jadis, qui étaient souples. Maintenant, ils paraissent avec une couverture cartonnée. Et on a deux nouveautés dans la collection Je sais tout. Donc, je vous les montre. Vous avez Je sais tout, le hockey. Et Je sais tout, les chiens de traîneau. Alors, on a une série qui est richement illustrée de photographies, série parfaite pour l'immersion, la francisation, parce qu'il n'y a rien de bébé, on a de la photo. Alors, on nous présente des éléments sur la thématique choisie en photographie, mais les textes sont toujours très courts, donc 2 ou 3 lignes au maximum. Ça nous permet de travailler un vocabulaire qui est précis avec un texte qui n'est pas insurmontable. Vous avez au début de chacun des ouvrages une légende. Donc ici, vous voyez les pastilles. De gauche à droite, vous avez des pastilles un peu d'histoire, des anecdotes, des comparaisons. Trouve l'intrus, la fiche technique, une section Le savais-tu, des associations, puis une section Je me débrouille. Et à chaque élément qui est mentionné dans une page, on retrouve la pastille en question pour savoir quel type de texte on aura dans cette page-là. Par exemple, ici, sous la pastille Anecdote, comme vous le voyez, on a une photo d'époque. On a un ancien masque aussi, des Oilers, et on va nous dire la première personne à porter un masque lors d'une partie est une femme. En 1927, la gardienne de but Elizabeth Graham porte un masque d'escrime pour se protéger le visage. 2 ans plus tard, le premier masque de hockey en cuir est conçu par le gardien Clint Benedict, mais ce n'est que 50 ans plus tard qu'il devient obligatoire pour tous les joueurs. Et donc, comme ça, une panoplie d'informations sur le hockey. Et bien, sur les chiens de traîneau, c'est sûr, là, le livre où tout le monde va dire Oh! Parce qu'ils sont bien trop mignons, les beaux chiens husky qui sont présentés ici. Et vous allez avoir plusieurs informations. Par exemple, ici, une page sur les différents attelages. Donc, on peut apprendre qu'il y a l'attelage en tandem simple, l'attelage en tandem double et l'attelage en éventail, qui sont les 3 types d'attelages proposés. Vous avez toujours aussi une page avec une question ou un quiz. Donc, par exemple, dans celui-ci, c'est la page 8-9. Donc, les comparaisons. Alors, attendez. C'est pas la. Je vais juste m'assurer de vous présenter la bonne page. Ah, voilà, trouve l'intrus. Alors, laquelle de ces races de chiens n'est pas utilisée pour tirer des attelages? Est-ce que c'est le Malamute, le Labrador, le Samoyède ou le Husky? Donc là, avec les élèves, on peut faire notre prédiction. Puis à la fin, on va voir la réponse. Et la réponse, c'est le Labrador qui n'est pas utilisé pour tirer l'attelage. On a la réponse à la fin ici. De la même façon, dans le hockey, c'était de nommer les différentes positions des joueurs. Donc, à la fin, on a la réponse avec le schéma pour pouvoir nommer les différentes positions des joueurs. Donc, voici pour les documentaires de la collection Je sais tout. Et voilà, donc on arrive dans le merveilleux univers des albums. Je vais vous présenter différents albums qu'on peut trouver aux éditions Les Malins. Je vais commencer avec une nouveauté. Vous allez voir, au niveau des albums, on a des ouvrages québécois, mais on a beaucoup d'achats de droits également, donc des traductions. Il y a un peu des deux aux éditions Les Malins. Je vais vous présenter un ouvrage d'une illustratrice qu'on voit et qu'on apprécie depuis tellement longtemps et qui est vraiment, là, je vous dis, une illustratrice phare dans la littérature jeunesse québécoise. C'est Manon Gauthier, qui a publié une panoplie d'albums comme illustratrice, mais qui nous propose pour la première fois un album dont elle est également l'autrice. Alors, c'est la première œuvre 100% Manon Gauthier. Ici, donc, ça s'appelle Nous tous, publié chez Les Malins, avec une série d'animaux. Je vais vous montrer le début, puis ensuite, je vais vous expliquer la particularité de l'album. Donc, elle nous dit « À nous tous ». Donc, ça dédicace. C'est même pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous.
Alors, je suis le koala qui se roule en boule quand il a froid. Manon Gauthier qui travaille beaucoup avec le collage, hein. Vous l'aurez peut-être remarqué déjà ou vous l'avez déjà vu dans ses autres textes. La panthère des neiges qui bondit sur les pentes escarpées. Je suis le grand baral qui n'a pas le vertige. Le sifaka, le lémurien qui danse. Donc, on découvre comme ça une panoplie d'animaux. Je vais vous en montrer d'autres un peu plus loin. Le manchot, un oiseau qui ne vole pas. Je suis l'escargot, heureux quand il pleut, ici. L'ours brun qui court très vite, qu'on voit ici. Le lièvre qui digère son repas 2 fois. Alors, on nous nomme comme ça des animaux et des particularités. Je suis l'écureuil, l'acrobate de la forêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose en particulier jusqu'à maintenant. Je vais vous amener un peu plus loin. Ah, je suis l'enfant qui aime qu'on lui lise une histoire. Je suis toi, tes parents, tes grands-parents. Je suis la cellule, le plus petit élément qui compose tous les êtres vivants. Je suis tout ça. Je suis nous tous. Et à la toute fin, on nous dit, à ton tour de créer. Toutes les créatures de cet album sont conçues avec cette forme, donc la même forme à différentes échelles. Donc, on est vraiment dans un ouvrage où on a une contrainte matérielle qui a été utilisée pour la création. C'est à ton tour maintenant de t'amuser en la découpant pour t'en faire un gabarit et la tracer sur un carton épais que tu découperas par la suite. Les boîtes de carton ordinaire conviennent très bien. Tu es libre de fabriquer ce que tu veux, créatures animales, humaines, des vraies et des imaginaires, pourquoi pas. Ensuite, avec tes crayons de couleur, pastel, retaille de papier et carton, invente un environnement où elles seront heureuses. Enfin, tu peux écrire leur histoire. Si tu le souhaites, fais ton autoportrait et colle-le dans la fenêtre Toi que tu as vue plus tôt. Parce que tout à l'heure, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la famille, il y avait la fenêtre Toi, ici, pour se coller. Donc, on vient à faire partie de l'histoire. Laisse ton imagination te guider et réalise tout ce dont tu as envie en t'inspirant des formes. Et tu sais quoi? C'est permis de dépasser en coloriant et de ne pas découper parfaitement sur les lignes. L'important, c'est que tu aies du plaisir à créer. Donc, je trouve que c'est un ouvrage qui est encore plus intéressant à relire. Une fois qu'on a compris la contrainte que l'autrice et illustratrice s'est posée, on a envie de revenir et de regarder chacune des créations qu'elle a faites, de regarder l'inventivité, l'intelligence avec laquelle elle a créé chacun de ses univers et comment elle les a mis en scène. C'est un ouvrage qui peut servir pour l'heure du conte, pour raconter, bien sûr, mais tous les cours d'art plastique, le travail pictural qu'on peut faire avec les jeunes, la représentation. Même en début d'année, on va souvent demander aux jeunes de se représenter, de représenter quelqu'un en face d'eux, mais on peut utiliser cet outil-là. Moi, je le vois aussi comme un, comment je dirais ça? Je ne veux pas parler pour l'autrice parce que je n'ai pas eu cette discussion-là avec elle, mais je le vois un peu comme un leg. C'est-à-dire qu'après toute une carrière à avoir illustré les textes des autres, à avoir créé des univers qui sont toujours magnifiques, Manon Gauthier nous propose un peu comme un mode d'emploi pour délier notre imaginaire puis délier notre force de création. Donc, des fois, ben, comment on fait pour commencer une histoire? On peut partir d'une forme et créer à partir de cette forme-là, puis aller bonifier nos personnages les uns après les autres. Donc, vraiment, pour moi, un outil qui devient vraiment un outil pédagogique très riche avec lequel on peut aborder la forme, la représentation, les animaux aussi. On peut faire une belle recherche sur chacun des animaux qui sont proposés, puis une activité à la manière de, ben, c'est exactement ce qui est proposé dans Nous tous. Donc, vraiment une belle découverte pour cette nouvelle saison. Puis, ben, on espère que Manon Gauthier nous proposera d'autres ouvrages à découvrir.
Une autre nouveauté, vous connaissez peut-être l'autrice, attendez, il faut que je trouve la série. Vous connaissez peut-être l'autrice Chloé Baillargeon, qui nous a proposé, entre autres aux éditions Les Malins, la série Wapi. Wapi le Wapiti, il y a plusieurs tomes parus dans la série Wapi le Wapiti, notamment la rentrée scolaire, avec des thématiques précises, la rentrée scolaire, l'Halloween, etc. Donc, plusieurs tomes comme ça. Celui-ci, la nouveauté, parle des abeilles à miel, d'environnement et d'écologie. Donc, on a nos animaux de la forêt qui se désolent parce que toutes les plantes sont en train de mourir. Puis on va constater que c'est parce qu'en amont de la rivière, il y a un de leurs amis qui voudrait donc bien avoir un beau gazon. Alors, il est en train de répandre des pesticides pour avoir un beau gazon, mais le ruissellement des pesticides est en train d'avoir, dans la rivière, est en train d'avoir des impacts sur la forêt plus basse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment, comment je dirais, on va lui présenter, on va lui expliquer à quel point c'est nocif ce qu'il est en train de faire, mais il y a quand même, il arrive qu'on fait des gestes sans savoir qu'on est en train de faire un geste qui est négatif, et lui, ben, il ne savait pas. Il n'était pas au courant. Puis à partir du moment où il comprend que le geste qu'il a posé était dommageable pour l'environnement, ben, il arrête. On a, d'une certaine façon, ça nous donne droit à l'apprentissage. J'ai pas envie de dire que ça nous donne droit à l'erreur dans le sens où on essaye de ne pas faire des erreurs qui sont dommageables pour l'environnement, mais ça nous donne droit d'apprendre de ces erreurs-là. Alors voici pour Wapi le Wapiti, mais c'est une série qui est très connue, je ne m'attarderai pas tellement plus longtemps. Par contre, Chloé Baillargeon nous revient toujours en texte et en illustration, avec une nouvelle série qui est à hybride entre le documentaire et la bande dessinée. Et c'est une série qui s'appelle Les Morilles, pagaille dans la forêt des Marmillons. Alors, vous avez ici les Morilles, ce sont des fées. On nous les présente au début, ici dans les pages de garde. Et vous avez donc, je vais vous les nommer, goupille, myrtille, vanille, brindille, camomille, lentille, jonquille et guenille. Alors, ce sont nos fées qu'on va suivre dans l'histoire, avec bien sûr la rime en i qui est très importante. On a un avertissement dès la première page. Très important, ne jamais cueillir de champignons sans la présence d'un expert, un mycologue. Le seul endroit sécuritaire où cueillir des champignons sans mycologie, sans mycologue, c'est à l'épicerie. Par chance, on y trouve de plus en plus de variétés. Mise en situation sur 2 pages, c'est un peu comme notre avant-propos. On nous explique la naissance des fées morilles. Alors, dans un combat qui opposait une sorcière avec une fée, non, pardon. Oui, une sorcière avec une fée, il y a un sort qui a été lancé, qui est apparu sur un groupe de morilles. Et les morilles ont chacune donné naissance à une fée enchantée. Et les fées, pour se nourrir, doivent manger des champignons. Et ensuite, donc, on nous a expliqué la naissance des morilles. On aura 3 histoires. Donc, on est vraiment comme 3 petites nouvelles en bande dessinée. Et chaque nouvelle présente une espèce de champignon. Donc, la première nouvelle, c'est les chanterelles. On a une page ici qui est une page documentaire. On nous explique donc les chanterelles, où on va les trouver, comment on les reconnaît, puis aussi comment ne pas les confondre avec une autre espèce qui, elle, est toxique. Dans ce cas-ci, le clitocybe lumineux, qui est très toxique. Puis ensuite, on a une histoire qui met en scène les morilles, les fées, là, et l'espèce de champignon en particulier. Donc, par exemple, ici, on a les fées qui partent à la cueillette de chanterelles. Et pendant qu'elles sont parties à la cueillette de chanterelles, à dos de leur, qui s'appelle Coquille, leur raton laveur de compagnie. Elles vont donc cueillir des chanterelles, mais il y a des opposants qui, eux aussi, veulent avoir les chanterelles, donc qui arrivent et ils vont se chicaner pour savoir qui va gagner les chanterelles. Et comme ça, avec des histoires qui vont opposer les fées morilles à d'autres espèces, pas à d'autres espèces, à des espèces qui habitent dans la forêt, parce qu'on ne peut pas dire que les fées, c'est des vraies espèces. Donc, en ayant une opposition comme ça entre les morilles et certaines espèces qui habitent la forêt, ben, on va nous présenter les champignons. Mais pour ce qui est vraiment de la présentation des champignons, l'information documentaire, elle se trouve vraiment dans cette page-là. Par exemple, ici, les vestes de loup. Et ensuite, une fois qu'on est dans l'histoire,
ben, on est plus dans l'aventure que dans la découverte mycologique. Quoique, dans les vestes de loup, on va réaliser qu'elle trouve une veste de loup dans lesquelles il y a plein de vers. Donc, on peut imaginer que ça arrive effectivement de trouver des vestes de loup qui sont infectées de vers. Donc, ça nous met en garde de ce point de vue-là. Alors, trois occasions de découvrir des champignons avec les morilles pagailles dans la forêt des Marmillons. Premier tome. Il y a fort à parier que les prochains tomes nous permettront de découvrir d'autres espèces de champignons qui sont. Puis ce sont des champignons qu'on trouve dans nos forêts là, boréales ici, donc on devrait être capable de éventuellement identifier. Mais ne les mangez pas si vous ne les connaissez pas, bien sûr. Je poursuivrai avec toujours ma présentation avec les éditions Les Malins. Je vais peut-être. Ah oui, une belle collection, une belle série, deux ouvrages parus avec Le Pharmacien. Donc, vous connaissez peut-être Olivier Bernard qui a blog, émission de télévision, donc qu'on connaît comme sous le nom du Pharmacien. Et il nous propose deux histoires scientifiques. Ce sont des ouvrages qui sont vraiment extraordinaires pour travailler avec les jeunes la pensée critique. Donc, les amener à se questionner sur l'information qu'ils reçoivent, qu'ils perçoivent. Et vous avez donc le premier ouvrage qui s'appelle Le petit garçon qui posait trop de questions. Alors, on est vraiment dans l'idée de travailler la pensée critique. Puis, vous avez ensuite Le mystère de la pyramide, une aventure du petit garçon et de la petite fille qui posait trop de questions. Et dans Le mystère de la pyramide, on va parler aussi des théories du complot. Donc, comment se positionner par rapport aux théories du complot. Je vais vous présenter plus précisément celui-ci. Donc, on se retrouve dans l'univers. Si vous connaissez un peu le pharmacien, ses émissions, son blog, c'est lui qui fait ses illustrations depuis le début. Et on reprend son esthétique et son univers dans cette série-là. Et vous avez donc ici l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Hugo, qui est très curieux. Puis on nous dit pour lui, le monde est un grand mystère qu'il aimerait résoudre. Il pose beaucoup de questions. Sa préférée, c'est pourquoi? Mais souvent, les gens ne savent pas quoi répondre. Alors, il dit, Maman, pourquoi la crème glacée fond? Ben, elle dit, parce qu'elle a chaud. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est comme ça. Monsieur, est-ce que ce jouet-là qui est annoncé comme étant le meilleur de l'univers, c'est vraiment le meilleur de l'univers? Il dit, ah ben oui, c'est sûr. Il dit, mais pourquoi? Ben, parce que c'est écrit dessus. Et donc, une série comme ça de situations où il va poser des questions, puis à chaque fois, on lui répond, ben c'est comme ça parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit que c'est comme ça, puis grosso modo, il n'y a pas vraiment de raison scientifique derrière tout ça. Et il va décider lui-même d'aller faire une exploration, donc pour comprendre, pour devenir lui-même un explorateur et comprendre, donc trouver des réponses à ces questions. La question qui va nous intéresser particulièrement, la question scientifique qui va nous intéresser particulièrement dans cet ouvrage-là, c'est pourquoi est-ce que la crème glacée fond? Et donc, il va rencontrer une jeune fille qui va l'aider à répondre à sa question. Et tout l'ouvrage, tout l'album vise à nous faire comprendre la démarche scientifique. Donc, les différentes étapes qui sont cruciales dans la démarche scientifique. D'ailleurs, à la toute fin, on revient, on les retrouve plus tard où ils sont devenus de grands scientifiques parce qu'ils ont bien appris la démarche scientifique. Et à la toute fin, on revient avec la présentation sous forme un peu plus documentaire des 5 étapes de la démarche scientifique. Puis ensuite, on nous offre un petit jeu pour savoir si on a l'esprit critique avec des questions de différents niveaux. Donc, on peut utiliser les questions et les adapter selon l'âge des jeunes avec lesquels on travaille. Puis des questions pour des futurs experts de l'esprit critique. Et finalement, un petit dossier où on voit nos deux personnages principaux qui ont vécu toutes sortes d'aventures ensemble. Dans le deuxième ouvrage, Le mystère de la pyramide, on retrouve nos deux personnages qui... il y a une pyramide qui est apparue dans un champ et là, les médias ont pris cette histoire d'assaut. Il y a une panoplie de personnes qui vont avoir des hypothèses sur quelle est cette pyramide qui est apparue dans le champ. Le frère de notre petit Hugo, lui, pas mal complotiste, il est sûr que c'est une histoire d'extraterrestres. Donc, ils vont aller comme ça, analyser les informations qui ont été données, qui ont été véhiculées, puis essayer de déterminer si ces informations-là, on peut y faire confiance, puis comment on arrive à trouver des sources fiables
pour les informations qui sont transmises. Donc, c'est vraiment cette volonté de travailler chez les jeunes l'esprit critique. On peut l'utiliser comme une histoire amusante, mais on peut vraiment l'utiliser avec un point de vue pédagogique là, pour développer l'esprit critique des jeunes. Puis ça donne une bonne illustration des différentes, de la méthode scientifique et de comment on travaille l'esprit critique. Puis, j'ai le temps peut-être de vous présenter un dernier ouvrage. Donc, je vais y aller avec un ouvrage qui s'appelle La coiffure d'une princesse. C'est de Marie-Aliette Fogg et Amélie-Anne Calmeau. Et donc, vous voyez ici nos deux créatrices à l'arrière. Alors, on nous présente un album qui va parler de l'apparence corporelle et la fierté de son apparence corporelle, d'être fier de son apparence et de ses particularités. Sous la forme un peu, je vous dirais, d'une fable ou d'une histoire de princesse, on peut le dire carrément. Alors, on nous dit que la princesse Kellyanne et sa maman Mali vont s'installer dans un royaume qui s'appelle le royaume Nolok. Et lorsqu'elles arrivent dans le royaume Nolok, elles constatent que toutes les femmes du royaume Nolok ont les cheveux aplatis, les cheveux tirés. Et elles sont les seules à avoir de très grands cheveux comme ça, des grands cheveux qui sont frisés. Mais pour être acceptées dans le royaume Nolok, il faut avoir les cheveux lissés. D'ailleurs, on voit les femmes qui parlent, voyons, elles ne sont pas présentables, elles ont oublié de lisser leurs cheveux ou quoi. Et pour se conformer, la mère, pour être sûre que sa fille ne soit pas exclue, va lui lisser les cheveux. Mais lisser les cheveux, c'est douloureux, c'est du travail à tous les jours, des produits chimiques, c'est une odeur que la jeune fille n'aime pas, puis ça tire, ça lui fait mal. Mais la vie va passer comme ça. Elles sont admises dans le groupe, donc elles peuvent se faire des amis et tout ça. Mais lorsqu'elles sont parties de l'endroit où elles vivaient précédemment, la grand-mère leur avait donné un coffre dans lequel il y avait une panoplie d'objets qui servent à entretenir les cheveux frisés. Et la grand-mère leur avait dit que si jamais elles s'ennuyaient, elles allaient toujours retrouver quelque chose de la maison dans ce coffre-là. Et la jeune fille, ben elle, un jour, là, elle n'en peut plus de se faire tirer les cheveux. Et je vous dirais, la rébellion passera par la jeune fille. Et la jeune fille, elle rêve de retrouver ses cheveux qu'elle avait lorsqu'elle était plus jeune. Il y aura, entre autres, attendez, j'essaie de retrouver la page, il y a un moment où, parce que avec les produits chimiques puis les traitements, ben, ses cheveux tombent à la jeune fille. Donc, à un moment donné, elle se rend compte qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Et c'est là qu'elle va aller rouvrir le coffre. Puis à un certain moment, elle va dire à sa mère, ben moi, je n'accepte plus de changer ma coiffure pour correspondre aux standards. Et j'ai à cœur de garder un lien avec ma culture d'origine. Et dans ma culture d'origine, mes cheveux, naturellement, ils sont frisés. Alors, elles vont décider. On nous dit Mali et Kellyanne décidèrent de redécouvrir ensemble tous les trésors de la malle de Grande Momo. Elles passèrent des heures à en analyser le contenu et à essayer les produits qui s'y cachaient. Mali en profita pour enseigner à sa fille tous ces trucs pour faire ressortir la beauté naturelle de sa chevelure. Mais une fois revenue dans la communauté, qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est la question que Mali se pose, bien sûr. Alors, plus tard ce jour-là, Kellyanne donna rendez-vous à ses amis dans le jardin pour montrer sa nouvelle coiffure. Elle leur annonça qu'elle avait pris la décision de porter ses cheveux sans les dénaturer, comme elle le faisait lorsqu'elle habitait le royaume de Dahomey, le royaume précédent, et de cesser par le fait même de camoufler sa véritable identité. Et là, elle est accueillie en héroïne. Toutes les jeunes filles la trouvent magnifique, sont fières d'elle, trouvent qu'elle est brave d'accepter sa nature et elles vont lui dire, accepterais-tu de nous montrer le contenu de la malle de ta grand-mère? Et donc, ensemble, elles vont redécouvrir
la coiffure qui est plus naturelle avec le type de cheveux qu'elles ont. Donc, c'est vraiment un ouvrage, La coiffure d'une princesse, un ouvrage pour mettre en évidence l'importance d'être fier de son apparence, de son origine culturelle, de la particularité de ses cheveux dans ce cas-ci. Donc, un magnifique ouvrage de Marie-Aliette Forgue et Améliane Calmont. Voici donc pour la présentation des livres des éditions Les Malins. Je vous invite à consulter la bibliographie que je vous ai envoyée dans la conversation tout à l'heure et que vous recevrez par courriel pour avoir toutes les informations complémentaires sur tous les livres complémentaires de la bibliographie parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'espère que vous avez eu l'occasion de faire de belles découvertes, que ce soit au niveau du roman, de l'album ou des documentaires et de la série de Jocelyn Boisvert que je remercie de s'être joint à nous aujourd'hui.